Bonjour, chronique jeu de rôle aujourd'hui avec le premier numéro de Sombre, le jeu diffusé en revue par Johan Scipion. Cela faisait quelque temps que je n'avais rien lu ou presque en matière de jeu de rôle indépendant, et je voulais changer ça, parce que c'est un vivier où se trouvent sans doute bien des choses alléchantes, et qui mériterait assurément que je m'y essaye, dans l'optique, le cas échéant, de découvrir des manières de jouer différentes. Cela dit, les lectures ne suffisent sans doute guère, mais pour l'heure je n'ai véritablement franchi le pas du test que pour un unique titre, Inflorenza de Thomas Munier, qui s'est avéré tout à fait convaincant, et même plus que ça. Un jeu qui, par ailleurs, n'est pas sans rapport avec celui qui m'intéresse aujourd'hui, puisque Millevaux, sauf erreur, avait d'abord été développé comme un univers pour Sombre. Je ne suis pas bien sûr de la chronologie, tout ce que je sais c'est qu'il existe bien un Millevaux sombre antérieur à Inflorenza. Bien sûr, cette manière d'envisager les choses ne tient pas vraiment la route, en exprimant un biais qui n'a pas lieu d'être, opposant des jeux édités traditionnellement et d'autres indépendants ou amateurs, qualificatif qui n'a rien d'insultant à mon sens, mais au cas où, avec dans l'idée sous-jacente que les premiers seraient forcément classiques, or ils ne le sont pas, et que les seconds seraient, je ne sais pas, forgiens, trucs, ce qu'ils ne sont pas forcément davantage. C'est un vivier, et dans ce vivier se trouvent autant de propositions de jeux, et ce sont elles qui importent. Elles peuvent se montrer très classiques ou beaucoup moins, avec beaucoup de degrés entre les deux. Critères plus pertinents, mais en même temps moins palpables car foncièrement subjectifs. Certaines de ces propositions de jeux, classiques ou moins, m'attirent, d'autres pas. Et ce sans préjuger de la qualité objective de ces différents jeux. Or Sombre m'intéressait à cet égard et depuis un bon moment. En fait, je me souviens que son auteur, Johan Scipion, le défendait d'ores et déjà sur des forums de SF, à l'époque où je ne fréquentais pas encore des forums de jeux de rôle. Le produit ne m'en étonnait que davantage, moi qui n'avais alors pas la moindre idée de ce à quoi pouvait ressembler le monde du jeu de rôle indépendant. Il m'étonnait aussi, alors même que je ne disposais donc pas de critères de comparaison, par son format et sa diffusion, un peu archaïque à vrai dire. Le jeu prenait et prend toujours l'apparence d'une revue numérotée, austère par ailleurs, ne cherchez pas d'illustration au-delà de la couverture, et n'a pas vraiment de diffusion numérique avec, ce qui me paraît assez mal se défendre. Les retours sur Sombre, cependant, je ne les ai lus que plus tard, sur des supports spécifiquement dédiés au jeu de rôle. Et ils étaient globalement bons, voire très bons, ce qui ne faisait qu'aiguiser un peu plus ma curiosité. De temps à autre surgissaient par ailleurs des débats éventuellement absurdes portant sur la nature même du jeu, qui ne faisaient guère que l'aiguiser davantage. Non sans parti pris peut-être. Et il y avait enfin un troisième élément en ce sens particulièrement étonnant, les retours de partie de Johan Scipion lui-même, qui systématiquement affichait d'emblée le body count. À Sombre, les personnages meurent, et les joueurs, semble-t-il, peuvent régulièrement jouer plusieurs personnages, autant de cadavres en puissance, au cours d'une même partie. Le jeu, comme de juste, est adapté au format one-shot, mais d'une manière toute radicale. Plus haut, je disais que seul Inflorenza me concernant avait dépassé le stade de la lecture pour être testé, mais ce n'est pas tout à fait vrai. J'avais aussi fait au moins une partie de D200, jeu à la proposition somme toute assez proche de celle de Sombre, émulation de films d'horreur avec un accent sur les films américains des années 70, et mécanique minimaliste fonctionnant sur une base d'attrition où tout devient de plus en plus difficile à accomplir au fur et à mesure que la partie avance. Une expérience plutôt convaincante par ailleurs, mais le ton est peut-être différent. Globalement, D200 me paraît plus rigolard. L'expérience horrifique proposée par Sombre à vue de nez m'a l'air plus sérieuse, mais c'est peut-être une vision erronée et de toute façon à débattre. Bref, Sombre m'intriguait. Et au bout d'un moment, j'ai franchi un premier pas en faisant l'acquisition, auprès du sieur Scipion lui-même, des 4 premiers numéros de la revue. Sauf erreur, c'est que le 4e venait de sortir. Mais il y en a aujourd'hui, alors que je me décide enfin à les lire, 6 plus un hors-série, sans compter les univers de jeu. Bref, j'ai pris mon temps. Sombre numéro 1, donc. Le bouquin adopte un format de revue, on aurait sans doute davantage envie de dire fanzine. La réalisation, s'il est très austère, est cependant plus que correcte, notamment en ce que le texte a visiblement été bien pesé et bien relu, tout le monde ne peut pas en dire autant. Taille A5, sans illustration, texte en 2 colonnes. On peut le scinder en 3 parties. Une première vingtaine de pages contient les règles de Sombre, en tant que tel un jeu de rôle complet, mais visiblement la suite contient des rajouts optionnels au fur et à mesure que la revue se développe. Sans background global, c'est un système générique pour jouer dans l'esprit des films d'horreur, très minimaliste par ailleurs, mais n'excluant pas pour autant des versions plus minimalistes encore. Dès le 2e numéro, en fait, apparaît Sombre 0, développé ensuite dans le 6e.
Une deuxième vingtaine de pages qui occupe la fin du numéro contient un scénario façon survival zombie intitulé House of the Rising Dead et abondamment commenté. Très essentiel et j'y reviendrai. Enfin, au centre, non numéroté, se trouve un cahier de 28 pages d'aide de jeu à détacher et à photocopier, old school qu'on vous dit, comprenant la fiche de personnage vierge et de quoi la remplir, les cartes de personnalité, et enfin quelques petites choses directement liées au scénario de ce premier numéro, cartes de PNJ et d'équipement, quelques plans. Pas une très bonne idée trouvais-je, je ne tiens vraiment pas à détacher tout ça, et ne suis pas bien certain que ce format, souple mais pas pour autant des plus maniables, soit de toute façon bienvenu. Commençons par les règles, courtes, minimalistes, néanmoins mûrement réfléchies, même si, dans le vide, certains de leurs aspects me chiffonnent un peu, mais sans doute faut-il franchir l'épreuve du test pour en juger à bon droit. Or c'est là semble-t-il un trait caractéristique de Johan Scipion comme de son jeu, il playteste énormément et sait en tirer des conclusions bienvenues. J'y reviendrai tout particulièrement en traitant du scénario de ce premier numéro, il y a sans doute bien des choses à en dire. On ouvre le bal avec les personnages. Les règles de leur création tiennent en 3 pages seulement. En fait, ce n'est pas totalement vrai. Il faut y ajouter plus loin dans le numéro 3 pages de description très succincte des traits, puis dans le cahier central, les 72 cartes de personnalité tenant 18 pages. Ne vous en faites pas quand même, tout cela est très simple. Même si j'ai eu une petite frayeur avec un des tout premiers paragraphes décrivant la fiche de personnage, pas des plus limpides. Mais par la suite, c'est bien fait, et surtout dans la mesure où, le cas échéant, des exemples très parlants permettent d'appréhender au mieux le propos. Dans l'optique du jeu, c'est dit de suite et répété, les PJ sont des victimes. Ce qui ne signifie pas, pour reprendre une autre expression de Johan Scipion, qu'ils sont autant de moutons conduits à l'abattoir. Ils peuvent se défendre. Ils peuvent même survivre, et c'est leur objectif essentiel. Mais survivre ne s'annonce pas facile, non. Et le jeu peut tout naturellement virer à l'hécatombe, même si nous verrons ultérieurement bien des astuces pour éviter un massacre prématuré. C'est que la mort des personnages doit constituer autant de moments importants. Je suppose que le risque est grand, si l'on gère mal les choses, que les joueurs s'en retrouvent plus que jamais frustrés. Le jeu est supposé s'adresser à un MJ expérimenté, du coup, et je veux bien le croire. La fiche est donc extrêmement simple, et le système de création approprié, l'idée étant souvent de déterminer le casting ensemble et de ne pas passer plus de 5 minutes sur la définition du personnage. Sans doute peut-on user de cette extrême simplicité pour créer à la volée des PJ de remplacement le cas échéant. La création vise surtout à déterminer le nom, l'occupation, profession à proprement parler ou rôle social, disons, la secrétaire, le nerd, etc., et la personnalité du personnage. Éventuellement, on peut aussi lui conférer 2 traits, soit un avantage et un désavantage, ou ni l'un ni l'autre. L'équipement, s'il peut avoir un impact, est déterminé rapidement, sous le contrôle du MJ dont les prérogatives sont notables. J'y reviendrai là aussi. Sur ces bases, on conçoit un background minimal. Les traits sont donc distingués en avantages et désavantages. On ne peut avoir l'un sans l'autre. Parmi ces traits, certains, identifiés avec une étoile, sont dits surnaturels et, comme de juste, le MJ peut les prohiber en fonction de ce que le scénario implique. Les traits, comme dit plus haut, sont très succinctement décrits en 3 pages de résumé qui suffisent amplement. Certains ont un impact direct sur les règles, d'autres plutôt sur la narration. Le système est ici très bien conçu, simple, efficace. Je suis un peu plus sceptique concernant les personnalités. On fait appel cette fois aux 72 cartes du cahier central qui vont par 3. Le personnage choisit en effet au départ une personnalité, mais celle-ci, au fur et à mesure que la partie avancera, et très concrètement que la jauge d'esprit du personnage diminuera, j'y arrive, changera en devenant plus envahissante. Par exemple, un personnage ayant pris tout d'abord la personnalité affectueux deviendra ensuite possessif puis abusif. Un personnage méthodique deviendra quant à lui maniaque puis obsessionnel, etc. À la création du personnage, chaque joueur se voit donc attribuer 3 cartes décidant de l'orientation du PJ à partir de la personnalité de base. Ces cartes n'ont absolument aucun impact en matière de règles, elles sont de pures indications de roleplay. Mais là, donc, ce système me laisse un peu perplexe. Les parties de sombre, telles que je les vois à vue de nez, sont courtes et intenses, et des one-shots. J'ai du mal à croire que sur une durée aussi limitée, une évolution aussi drastique de la personnalité soit crédible et ou pertinente. Passer en quelques heures à peine du premier niveau au 3e, or tout laisse à croire que la jauge d'esprit diminuera très très vite, m'a l'air peu réaliste, et ce qui est peut-être plus gênant, peu utile. D'autant que je doute un peu que les scénarios se prêtent forcément toujours au roleplay de pointe en la matière, surtout à mesure que le climax approche.
mais ça, c'est à voir. Le reste? Eh bien non, il n'y a pas d'attributs ou de caractéristiques, et encore moins de liste de compétences. La fiche est prête avec ses quelques indications de base. En matière de données chiffrées, pour l'heure, la seule chose à prendre en compte, ce sont les éventuels préquels décidés par le MJ, éventuellement sur la base d'un background déterminé par le seul joueur, mais ce dernier n'a pas systématiquement son mot à dire, qui diminue alors le niveau de départ des jauges, mais là on en arrive aux règles du jeu à proprement parler. La suite des règles consiste en 3 pages consacrées au jet et 5 pages consacrées au combat, inévitablement. Mais si cette partie s'étend, c'est aussi parce qu'elle livre un long exemple détaillé, particulièrement bienvenu. Il faut y ajouter une demi-page consacrée à la santé et une page et demie de fac. Le jeu n'emploie que 2 types de dés, un dé à 20 faces et un dé à 6 faces, pour chaque joueur. C'est ici que l'on en arrive à l'essentiel du contenu technique de la fiche de personnage, les jauges. Chaque PJ, le système est différent pour les PNJ qui ont un niveau fixe, dispose de 2 jauges dites d'esprit et de corps. Celle-ci commence normalement à 12, moins en cas de préquel. Les jets sont réservés aux actions difficiles, qui ont une chance raisonnable d'échec, disons. Les actions faciles ou impossibles sont gérées par la narration et sont donc des réussites ou des échecs automatiques. L'intérêt de l'histoire peut aussi amener le MJ à forcer les choses, j'y reviendrai. Notons aussi que les situations sociales sont gérées par le seul roleplay, ce qui se conçoit sans totalement me convaincre, dans ce jeu ou dans d'autres d'ailleurs. Ludiquement, c'est sans doute bienvenu, mais à mon sens, il y a un biais éventuellement fâcheux, car cela fait appel aux compétences du joueur et non à celles du personnage. Si mon personnage est un avocat, par exemple, je ne doute pas un seul instant qu'il sera un bien meilleur orateur que moi-même. Tandis que si mon personnage est un flic habile au flingue, il aura droit à son jet, ce qui me soulagera, moi le joueur qui n'en ai jamais manié. D'où j'ai l'impression une certaine inégalité de traitement. La spécificité du roleplay social est une question complexe, je ne crois pas y avoir jamais trouvé de solution pleinement satisfaisante. Par contre, en situation non sociale, donc de stress, il faut faire un jet. Les jets se font en lançant un dé 20. Si le résultat est inférieur ou égal au niveau de la jauge adéquate, c'est une réussite, sinon c'est un échec. La jauge retenue dépend des circonstances et intentions du joueur. Par exemple, pour mesurer la volonté du personnage, ou sa capacité à comprendre une équation, on se référera à la jauge d'esprit, tandis qu'une action physique, qu'il s'agisse de grimper un mur ou de se faufiler discrètement entre 2 voitures dans un parking, impliquera de se référer à la jauge de corps. Or, ces jauges diminuent sans cesse. Au fur et à mesure que le PJ subit des blessures, corps, ou des séquelles, esprit, le niveau de sa jauge correspondante décroît, et éventuellement très vite. Pour en donner une idée, les dégâts moyens, ou dommages fixes, dans un combat, impliquent de cocher d'un coup 3 cases de la jauge de corps. Et en conséquence, plus les jauges diminuent, plus les actions deviennent difficiles. Pour s'en prémunir, dans les situations les plus graves, le PJ peut faire appel à son adrénaline, qui est une petite jauge liée au corps. De même qu'un système parallèle, pour l'esprit, décide de l'évolution de la personnalité en fonction des cartes envisagées plus haut. On passe ainsi d'équilibré à perturbé, puis désaxé, puis fou. Le personnage fou devient normalement un PNJ. Quand la jauge de corps est à 12, le PJ est dit indemne. À 8, il est blessé, à 4, il est mutilé, et à 0, bien sûr, il est mort. Mais le fait d'atteindre ces différents niveaux de corps débloque à chaque fois une possibilité de faire appel à l'adrénaline, auquel cas le joueur coche la case correspondante, et la difficulté du jet qui suit passe à 12, c'est-à-dire le niveau maximal du personnage quand il était indemne, plutôt que le niveau actuel de sa jauge. Il faut aussi envisager un autre aspect de la mécanique de base, à savoir les jets en opposition. Ici, le système est très laconique, qui fait appel au tirage au sort en cas de 2 échecs ou de 2 réussites mais de niveau égal. Admettons. Dernier point, qui va en partie de soi mais tout de même affirmé de manière plus franche ici, il faut prendre en compte la durabilité des jets. Un échec est un échec. Pour retenter la même action, il faut vraiment que les circonstances le justifient. Comme souvent, les règles de combat empruntent à la mécanique générale, mais ont aussi leur spécificité qui implique des développements un peu plus longs. Par ailleurs, il y a un parti pris, mais bien vu. On met l'accent sur les combats au corps à corps, avec dans l'idée que tout le monde sait se battre de cette manière. Toutefois, à main nue, un personnage ne disposant pas de l'avantage adéquat ne fera pas de dégâts. Il ne pourra que gêner son adversaire. Raison de plus de trouver des armes improvisées le cas échéant. Mais l'idée est aussi de limiter le recours aux armes à feu, qui changerait trop la donne par rapport aux films d'horreur qu'il s'agit d'émuler. Pour être efficace avec une arme à feu, il faut là aussi disposer d'un avantage spécifique. Sinon, tant pis pour vous, mais votre fusil à canoncier sera d'une utilité limitée.
Le combat au corps à corps et le combat à distance sont quelques autres spécificités, mais il ne me paraît pas opportun de rentrer ici dans les détails. C'est de toute façon très simple. Mais deux choses doivent être soulignées. Tout d'abord, c'est ici que l'on fait appel au D6. Quand un personnage en attaque un autre, il jette comme de juste un D20, c'est un jet de compétence comme les autres à cet égard. Si le jet est une réussite, il inflige normalement 3 blessures à son antagoniste, dommage fixe. Mais le joueur doit en fait jeter parallèlement un D6. Et si ce D6 donne un résultat de 5 ou 6, les dommages fixes sont remplacés par des dommages variables, égaux au résultat du D20. Les dégâts peuvent donc être autrement violents dans ce cas, et c'est peu dire. Même s'il n'est pas exclu que les dommages variables soient en fait inférieurs aux dommages fixes, en cas de 1 ou de 2 au D20. Ce dernier point, c'est le genre de subtilité que l'on trouve dans la fac, un peu plus loin dans le numéro, qui défend les choix de l'auteur de manière généralement bienvenue et éclaire donc les points qui pouvaient demeurer ambigus, malgré une réaction globalement très attentive et limpide, et surtout des exemples bien conçus et très éclairants. Un second point doit être précisé qui concerne les fuites et poursuites. Le MJ décide si les circonstances imposent un jet de corps pour la fuite. A priori, de manière générale, ce n'est pas forcément le cas, et cela permet donc de rompre le combat. Mais il y a une contrepartie concernant la poursuite. À terme, le poursuivant rattrape automatiquement le poursuivi, avec un tour de battement à vue de nez. Parce que si l'on pouvait vraiment fuir, il n'y aurait plus de film d'horreur. Le tueur à la machette doit donc rattraper sa victime hurlante. Passons au scénario House of the Rising Dead. Il est une part essentielle de ce premier numéro, pas seulement en tant que tel, mais aussi parce qu'il est une illustration très bienvenue des principes du jeu. Il éclaire donc considérablement le propos, dans le fond comme dans la technique. Le thème est très classique, mais à propos là encore, tant parce que sombre émulant des films d'horreur joue des codes, que parce que cela permet d'autant mieux d'illustrer les principes du jeu. Mais attention, je vais spoiler. Or, mes joueurs, s'il vous arrivait de lire cet article, je ne saurais trop vous conseiller d'arrêter ici votre lecture ou de l'audition de cette vidéo, dans la mesure où je tenterai bien de maîtriser la chose. Il ne reste plus que les autres? Ok. Ah donc, House of the Rising Dead est un survival zombie. Son inspiration essentielle est, comme de juste, La Nuit des Morts Vivants, le grand classique de George Romero. Avec tout de même une nuance de taille, on fait ici appel à des zombies rapides. Joan Scipion évoque ceux de l'Armée des Morts de l'horrible Zack Snyder. Par bête esprit de contradiction, je préférais évoquer, disons, les infectés de 28 jours plus tard. Et s'y ajoute une autre dimension encore, louchant peut-être cette fois du côté de Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper, cadre poisseux texan inclus. En résumé, il y a une épidémie zombie aux causes indéterminées. Les PJ faisaient partie d'un groupe de survivants, forcément réfugiés dans un supermarché, et ça a forcément dégénéré, des factions se disputant l'abri. Épisode zombie Dawn of the Dead avant l'épisode La Nuit des Morts Vivants, donc. Les PJ ont dû fuir. Leur groupe, poursuivi par les zombies, s'amenuise sans cesse jusqu'à ce que leur véhicule tombe en panne. À proximité se trouve une maison isolée avec une grange, et derrière eux, toujours plus proche, des hordes de zombies. C'est ici que commence véritablement le scénario, in media res. Les joueurs prennent le contrôle de leur personnage, alors même qu'ils sont engagés dans une course folle pour rejoindre la maison. Des camarades PNJ succombent autour d'eux, la situation est désespérée, mais comme de juste, le MJ doit éviter toute hécatombe à ce stade. Il y a un homme à l'intérieur de la maison, un vétéran du Vietnam armé d'un M16. Il les sauve, ou pas, parce que le bonhomme lui-même, persuadé que les zombies sont des Viettes, est au moins aussi dangereux qu'eux. L'objectif pour les PJ sera donc de fuir ce faux refuge au plus tôt, à vue de nez le lendemain tant la menace ne cesse de s'accroître. Mais d'ici là, l'exploration de la maison révélera de fort sympathiques glauqueries. Le scénario est donc très classique, très concentré, mais aussi très bien conçu. Il illustre les possibilités de Sombre, y compris dans la manière de compléter la mécanique de base par des techniques appropriées. Par exemple, ici, les PNJ zombies obéissent à deux règles spéciales, intitulées Rage et Headshot. Il faut bien sûr envisager aussi les modalités de l'infection, thème essentiel. Cela peut aussi passer par d'autres aspects. Gros spoiler. Ici, en partant sur une base de 4 PJ, on distribue à chacun une carte d'équipement avant la création en commun des personnages, histoire que celui qui hérite du flingue, puisque flingue il y a, puisse prendre l'avantage tir, qui lui sera indispensable. Mais autre astuce, une de ces cartes, qui dit rien, pas d'équipement donc, est en fait piégée, signifiant que le PJ est infecté et qu'il en a conscience, même si, pour la bonne tenue de la partie, le MJ ne devra le révéler au joueur qu'en cours de jeu, en négociant comme de juste un aparté.
Le PNJ d'Oswald est une chouette idée par ailleurs, et globalement le scénario est semé de petits trucs bienvenus qui permettent de véritablement épicer la partie au-delà de ce que son pitch éventuellement primaire pouvait laisser redouter. C'est un vrai scénario, pas un truc à l'arrache pour faire une partie sur le pouce, ou plus exactement il peut sans doute être joué ainsi, mais n'en a pas moins été conçu avec une attention des plus minutieuses. Le scénario présente un autre atout dans ce sens et de taille en ce qu'il est abondamment commenté, dans l'exposé lui-même, puis dans une ultime section baptisée Feedback. Johan Scipion revient ainsi sur la conception du scénario, à ce que j'ai compris quelque chose qu'il approfondit encore dans le numéro 4 de Sombre, mais aussi et surtout sur de nombreux rapports de parties. Et la manière qu'il a de présenter les choses est particulièrement intéressante à cet égard parce qu'elle envisage de très nombreuses possibilités et fourmille de conseils de maîtrise en découlant. Ce qui nécessite une précision. Dans ma précédente chronique holistique, portant sur les 5 supplices, campagne pour l'appel de Cthulhu, je revenais sur cette idée qu'un scénario ne doit pas être écrit comme un compte-rendu de partie. À vue de nez, on pourrait donc croire que je me contredis ici, mais en fait pas du tout. House of the Rising Dead n'est pas du tout rédigé comme un retour de partie. Par contre, il fait part de ses retours pour envisager une multiplicité d'hypothèses, en donnant en outre des conseils de maîtrise en découlant. C'est donc en fait tout le contraire, puisqu'on ne s'enferme pas dans une logique, mais inversement, on en illustre une pluralité. C'est un gros atout, une des réussites les plus intéressantes de ce premier numéro de Sombre. Je ne dirais pas qu'il s'agit d'un modèle, entendre par là une chose qui pourrait être exportée pour n'importe quel jeu, mais le fait est qu'ici c'est particulièrement adapté et très bien pensé. Dans ce concert de louanges, globalement, malgré quelques petits pinaillages çà et là, j'ai l'impression cependant de devoir exprimer un vague doute. Et c'est que, dans les règles de Sombre comme dans leur illustration avec House of the Rising Dead, j'ai l'impression qu'il y a tout de même une part non négligeable d'arbitraire. Le MJ par rapport au joueur me paraît clairement en position de supériorité, plus encore que d'habitude. Nombre de ces décisions ne font en rien appel à la technique. Au nom du bon déroulé de la partie, qui n'est pas toujours la même chose que la bonne histoire, même si on peut espérer que ce soit le cas, j'ai l'impression que le MJ est souvent amené à choisir des solutions ou à imposer des aspects divers et variés aux joueurs, hors de tout contrôle. La détermination des réussites ou échecs automatiques va dans ce sens, peut-être aussi la fuite et la poursuite, l'attribution de l'équipement éventuel ou d'autres choses encore. Le scénario, tel qu'il est conçu et illustré, me paraît contenir plusieurs séquences de cet ordre, et ce dès la scène initiale où la menace zombie doit être omniprésente et s'exprimer dans le massacre de plusieurs PNJ, mais pourtant sans véritablement nuire aux joueurs, tant une hécatombe à ce stade serait absurde et frustrante au point de rendre le scénario injouable. D'autres scènes peuvent poser des problèmes similaires, j'imagine. Par ailleurs, il y a un côté jeu vidéo éventuellement brutal à l'occasion. Les PJ n'ont pas trouvé cet objet? Pas de chance, ils sont alors d'emblée foutus. Tout ceci n'est pas tant une critique qu'une vague interrogation. Je ne sais même pas si c'est un problème en fait. Le test serait sans doute déterminant, et peut-être ces problèmes que je crois identifier n'en sont-ils pas en fait. Et de même alors pour ma perplexité concernant l'évolution de la personnalité si ça se trouve. Le bilan est de toute façon très positif. Sombre est un jeu bien pensé, bien conçu, et j'ai vraiment envie de tenter l'expérience. J'ai les 3 numéros suivants à lire, qui pourront peut-être faire évoluer ce premier retour. On verra, mais en ayant plutôt confiance pour le coup.